Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé 2-1 lors du derby de la Madonnina. C'était mal parti avec l'ouverture du score de Perisic à la 38e d'une reprise du gauche sur un corner venu de la droite. Égalisation de Giroud à la 75e suite à une frappe manquée par Dias. Et deuxième but de Giroud 3 minutes plus tard sur un exploit personnel en pivot dans la surface. À mes côtés aujourd'hui, Feli et Erco. Salut à vous. Salut, bonsoir. Feli, quel match étrange avec cette première mi-temps à sens unique et ce retour inattendu d'un Milan aux ressources mentales étonnantes à l'image de son buteur du soir. Et oui, et je peux dire qu'aujourd'hui c'est un hold-up, hein, comme on dit, parce que vraiment en première mi-temps on ne voyait pas le jour. On a été sauvé à plusieurs fois, par plusieurs reprises par notre gardien, donc Mike Maignan, qui a fait un match extraordinaire. Et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on rembourse un petit peu notre défaite contre la Spezia la dernière journée, qui nous a vu justement, injustement perdre les 3 points. Et ce soir, on réussit, alors par des ressources, je ne sais pas d'où elles sont sorties, mais on les gagne. Et un derby, de toute façon, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, je suis plus que content de cette victoire et qui est vraiment inespérée, selon moi, parce que moi, j'ai clairement vu un favori légitime au titre contre un prétendant aux 4 premières places, hein. Ça s'est tout de suite vu, mais on a quand même réussi à battre cet Inter et ça fait vraiment plaisir. Surtout que récemment, c'est vrai, contre le Mercato, la défaite contre la Spezia, le nul morose contre la Juve, on ne vivait pas forcément une période facile. Et là, je pense que cette victoire au derby va rebooster un petit peu l'engouement autour du club. Ergo, j'ai qu'une question à te poser. Était-ce ton pronostic avant la rencontre? Non, non, c'était à l'opposé. Moi, j'étais défaitiste avant le match, j'étais défaitiste pendant le match. Et je trouve ça, à la fin de match, a été irréaliste. Donc, non, pas du tout. C'était surtout que, ouais, quand on a vu la physionomie de la première mi-temps, pour le même prix, déjà, Théo pouvait être exclu bien avant, parce que je pense qu'on a eu un petit peu de chance sur ce coup-là. Et puis bon, la qualité technique et la physionomie du match de l'Inter, bah, ça prouve que c'était une équipe qui est au-dessus de nous. C'est pas parce qu'on a gagné que voilà, ça a changé. Non, l'Inter est toujours au-dessus de nous. Ils l'ont montré pendant tout le match. Si ce n'est qu'on a été peut-être plus réaliste au moment où il le fallait, le petit brin de chance qu'il le fallait à certains moments. Peut-être oui, peut-être une petite faveur arbitrale aussi. Et voilà, ça, comme il dit, c'est peut-être pour compenser l'erreur de la Spezia, je ne sais pas. Mais ça fait du bien que le vent tourne un petit peu en notre faveur pour une fois à ce niveau-là. Mais oui, globalement, là, c'est comme on dit, je vais pas dire un vol, parce qu'il y a, voilà, enfin, les goals qu'on a marqués sont pas non plus litigieux. Mais oui, dans fin de match, c'est sûr que l'Inter peut vraiment s'en vouloir d'avoir perdu contre j'ai envie de dire, un si petit Milan dans le jeu, parce que on a été vraiment pitoyable en première mi-temps, un petit peu mieux en deuxième, mais le résultat du match, enfin, j'arrive toujours pas à y croire et j'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu faire, parce que sincèrement, même le dernier quart d'heure était pas bon. C'est juste un regain d'énergie après l'égalisation, mais techniquement, c'était toujours la même chose. Donc, voilà, tant mieux pour les 3 points. Comme il a dit, un derby, ça se gagne. Voilà. Donc, on l'a gagné, c'est le principal. J'espère que ça peut être nous relancer et redonner un petit peu la confiance qu'on a peut-être un petit peu perdu ces derniers matchs. Alors en deuxième mi-temps, c'est bien simple, il n'y a eu aucune occasion, que ce soit de la part du Milan ou de l'Inter d'ailleurs, tout s'est passé en première mi-temps au niveau des occasions avec de grosses occasions interistes. À la 11e, il y a un réflexe de Maignan sur frappe contrée de Brozovic, énorme arrêt là, je dois dire, il m'a rappelé la Biati des grands soirs qu'on avait il y a quelques années là, qui nous sortait face à Arsenal, des parades phénoménales. Frappe soudaine de Barella à côté 26e. Énorme parade encore de Maignan face à Dumfries à la 28e. Frappe de Lautaro sortie par Maignan à la 38e. Et intervention toujours décisive de Maignan en dehors de sa surface. Là encore, incroyable notre gardien quand même à la 47e. La seule occasion milanaise du match milaniste, c'est la grosse frappe de Tonali sortie par Andanovic qui mène à une autre occasion pour Kessié d'ailleurs. Il a failli avoir but contre son camp à ce moment-là à la 36e. Tonali qui s'est porté un peu plus aux avant-postes finalement dans ce milieu à 3 comme je le réclamais et qui s'est mis à frapper, qui a fait voir comme je le réclamais aussi depuis des mois, sa grosse frappe, il a une grosse qualité de frappe. Je vais rendre la parole à Feli pour peut-être pousser l'analyse de ce match. Qu'est-ce qui a fait la différence? Était-ce Feli mental plus que technique finalement côté milaniste ce soir? Alors, avant de revenir là-dessus, il faut juste savoir que Pioli a complètement raté son approche en première mi-temps. On l'a vu, c'était quasiment du marquage un contre un, et ça n'a pas du tout marché parce que les joueurs de l'Inter, techniquement, ils sont à des niveaux au-dessus, notamment les défenseurs qui se déjouaient extrêmement facilement. Et puis, que dire de Brozovic, qui est un maestro au milieu de terrain, qui marche complètement, peu importe les joueurs autour de lui, il te c'était Kessié en 10, c'était pas uniquement, mais
en grosse partie pour essayer de bloquer Brozovic et les relances de Brozovic, qui est vraiment un maître en la matière. Je pense que c'est un des 6 les plus performants d'Europe. Et ça n'a pas du tout marché parce que Brozovic a littéralement marché sur Kessié et sur l'ensemble de la première défense milanaise. Ce qui s'est passé ensuite, alors 2 choses. Moi, je pense qu'effectivement, on a eu pas mal de chance. Mais aussi, et c'est pas la première fois que je note, Inzaghi, donc Simone Inzaghi, qui se foire mais complètement dans ses changements. Il change ses joueurs beaucoup trop tôt. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. J'ai le souvenir aussi d'une victoire contre la Lazio il y a la saison dernière ou il y a 2 saisons où pareil, il te sort Immobilier, il te sort ses meilleurs joueurs en pensant que le plus dur est déjà fait. Et puis c'est exactement ce qui se passe là. Il te sort Çalhanoğlu, puis il te sort Brozovic, puis il te sort Lautaro, il te sort tous les joueurs qui permettaient à l'Inter de respirer techniquement. Et forcément, derrière, ça ne marchait plus. On l'a vu à la fin, on a donné pas mal de coups de pied arrêtés. Di Marco, il les tire moins bien que l'infect turc. Voilà, il faut le dire. Donc, c'est cette combinaison de ces 2 facteurs-là, donc un petit peu de chance, un petit peu de regain d'énergie, voilà, et aussi la mauvaise gestion d'Inzaghi, puis aussi le fait que Pioli a su ajuster quelques petits changements, notamment la rentrée de Brahim Diaz qui a fait beaucoup de bien, même si celui-ci est toujours aussi agaçant dans les derniers mètres. Et en fait, il permet de respirer au milieu de terrain. Et c'est vraiment sa force à l'Espagnol. Alors oui, des fois, Et il un tombe plus buteur facilement. retrouvé, parce que l'opportunisme de Oui, Giroud, quand même, nous aide bien aussi. Hein. bien sûr, et Giroud, j'en parlerai, mais Giroud aussi qui fait vraiment un bon match. Même avant ces buts-là, j'avais remarqué que Giroud pesait pas mal, notamment au dos au but. C'est juste qu'il n'y a personne pour reprendre des ballons derrière. Mais voilà, pas mal de facteurs qui ont fait qu'on a su regagner ce match de façon assez inespérée. Erko, tu parlais de l'arbitrage tout à l'heure. C'est vrai qu'on a été très surpris en début de rencontre. On avait un arbitrage un peu à l'anglaise avec l'arbitre qui sifflait pas les fautes, qui laissait jouer, etc. Peut-être l'approche du derby à l'image d'un PSGOM, d'un classico, comment dire, l'inciter à faire ça. Hein, as-tu toi-même été surpris par cette entame de rencontre de l'arbitre là qui, qui laissait se passer à peu près tout et n'importe quoi sur le terrain? Oui, mais j'ai été aussi surpris que les joueurs n'étaient pas plus agressifs que ça par après, parce que je pense que surtout un derby, un match où il y a beaucoup de tension, c'est ce qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'en première mi-temps, notamment de notre côté, j'ai pas senti des joueurs agressifs comme on voyait dans le dernier derby, comme la pression qui va avec. Ici, j'ai senti des joueurs qui étaient moyennement impliqués, qui jouaient pour jouer. Mais je trouve que ça manquait d'agressivité, notamment un Salamaker, son habitude de voir justement le couteau entre les dents, qui ici était assez insipide à ce niveau-là. Mais oui, l'arbitre a quand même, je trouve, il s'est bien rattrapé par après. Mais après, je pense que c'est pas une erreur de sa part. Je pense que ça a été, à part sur le coup de coude de Théo, qui était quand même plus ou moins litigeux, même si j'aimerais bien voir un autre ralenti pour voir quand même. Parce que des fois, l'impulsion, ça peut faire croire à une faute qui ne l'est pas. Mais en tout cas, oui, je trouve que ça a été bien joué, parce que ça a permis de voir justement enfin, pour les supporters, en tout cas neutre, un Inter plutôt dominant et conquérant. On a réussi à faire un pressing plutôt agressif qui nous a quand même bien marché dessus. Et de ce côté-là, je trouve ça agréable de voir un arbitre justement laisser un peu la priorité au jeu plutôt que de subir justement les chutes ou les petits contacts qu'il y a entre joueurs, où on est habitué justement en Italie de siffler plus ou moins au moindre contact. Mais c'est ça, je Donc porte c'est pas plutôt spécialement le jugement, je dis juste qu'on n'est pas habitué. En Serie A, on voit pas souvent ça. Hein, donc c'est juste la surprise d'assister à ce genre d'arbitrage. Je te l'ai dit, c'est pas forcément plus mal, effectivement. Hein, tu défends ton argument, tu as raison. Oui, parce que je pense que tout supporter préfère voir un arbitre essayer de jouer au football que de siffler toutes les 2 minutes. Donc voilà, on sait aussi bien que c'est un sport de contact qui des fois peut avoir justement des contacts un peu limites, mais du moment que ça reste quand même réglementaire et que ça n'a pas pour but d'aller dans l'intégrité physique d'un joueur, il n'y a aucune raison de ne pas essayer de jouer. Et je trouve ça bien, ça évolue un petit peu. Maintenant, c'est un arbitre qui a fait ça pendant un match, j'espère que ça continuera. Mais en tout cas, sur ce match-ci, moi, je pense que l'arbitre était plus que bon. Il a bien géré le match. Mais en fin de match, quand ça a commencé à déborder, il a commencé à sortir les cartons au moment où il le fallait. Donc, c'était une bonne prestation de sa part. Même si j'aimerais bien quand même revoir un ralenti de la faute de Théo quand même sur Barella, qui est quand même un peu limite quand même. Mais globalement, c'est agréable de voir des matchs comme ça, d'un point de vue intensité. Barella d'ailleurs qui a joué comme on le voit jamais jouer avec la nationale, hein, soit dit en passant. Mais on va justement Oh. passer au tableau d'honneur milaniste avec l'homme du match de Feli. Alors, pas mal d'hésitation ce soir, puisqu'il y a eu quand même pas mal de joueurs qui ont su performer, malgré que dans le jeu, effectivement, c'était mauvais. Mais d'abord, moi, je mets en mode du match, je mets Mike Maignan, parce que sans Mike Maignan, c'est pas le même résultat ce soir. Hein. Il nous sort des parades incroyables en première mi-temps. Alors, effectivement, ça me fait penser aussi aux parades d'Abbiati quand il y a une déviation juste avant. Abbiati, je m'en souviens, il en avait fait une contre Pirlo. Alors, je sais plus quand, hein, 2011, 2012.
Ah oui, où Abbiati il qui se était blesse. spécialiste des parades Ouais, réflexes comme ça sur sa ligne, il était monumental. J'ai toujours pensé, pardon de te couper la parole, mais j'ai toujours ouais. pensé qu'Abbiati avait été un gardien très sous-estimé et très sous-utilisé, notamment par Leonardo en 2010. Je pense que c'était un très très bon gardien. Alors c'était pas Buffon, d'accord, c'était peut-être pas, je sais pas si c'était moins bon que Maignan d'ailleurs, hein. Sur sa ligne, il était vraiment difficile à battre. Et bon, on revient à Maignan qui a été, je suis d'accord avec toi, stratosphérique ce soir et qui mérite amplement son titre d'homme du match. Je te rends la parole. Oui, je te disais justement, ça me fait penser à un arrêt d'Abbiati sur Pirlo, sur un coup franc de Pirlo, où justement dévié, et Abbiati se retourne comme ça pour refaire un arrêt, et justement il se blesse et sort sur ce match-là. Bon, ça m'a fait penser un petit peu à ça, mais en dehors de ça, c'est évidemment enfin, ses autres parades, et puis aussi un jeu au pied qui soulage toujours, parce que son jeu au pied, alors en dehors du fait qu'il n'atteint toujours pas forcément sa cible, mais il permet toujours à la ligne défensive de l'Inter de reculer un pas, parce que elle est vraiment difficile à gérer, et donc ces relances, même quand elles ne sont pas millimétrées sur un joueur, elles permettent de faire reculer. Et puis on sent d'une sérénité. Alors sur ces sorties aériennes, on parle souvent du jeu au pied, mais il y a aussi un monde entre la sérénité sur ces sorties aériennes entre Maignan et Gianluigi Donnarumma. Parce que rappelez-vous, Donnarumma, sur les sorties, que ce soit sur corner ou autre, bah, il était toujours un petit peu fébrile quand il devait prendre la balle au niveau des centres. Maignan, c'est une de ses spécialités et il te rassure une défense, mais et voilà. Donc moi, je continue à penser que c'est un de nos deux meilleurs joueurs de cette saison-là, et j'espère qu'il continuera sur cette lancée-là et qu'il prendra sa place en équipe de France également. Absolument, hein, l'un de nos deux meilleurs joueurs totalement. Et le jeu au pied rappelle Barthez pour le coup, hein. C'est vrai qu'on l'a vu plusieurs fois, notamment en début de saison, provoquer des occasions de but par ses relances au 6 mètres. C'est-à-dire qu'il a ce don là de trouver les joueurs dans des circonstances invraisemblables. Et c'est vrai que c'est un phénomène et on est ravis de le compter dans notre effectif. Erko, quel est ton homme du match? Bah, si on ne sait pas faire autrement que de mettre Ménian, effectivement, parce que même si l'attaquant marque 2 buts, avant ça, il faut quand même ne pas en encaisser. Et il a quand même sauvé au moins 2, 3 fois, voire 3 fois quand même des parades qui ont été plus que décisives. Avec l'arrêt réflexe, notamment, et aussi le tir de je ne sais plus quel joueur intégriste, mais qui a été le face à face pardon, avec Dumfries, qui a été aussi très important. Parce que pour ça, prix-là, il peut aussi tuer le match. Donc, oui, c'est clairement lui l'homme du match. C'est le gardien le plus complet qu'on a eu ces dernières années. Il revient d'une grosse blessure. Il a quand même réussi à s'en remettre assez facilement. C'est quelqu'un qui a un mental aussi, qui est un joueur qui aime bien justement motiver les troupes. C'est ce qui nous manquait aussi un petit peu. Voilà, c'est un gardien un peu farfelu aussi, parce que ça, la sortie qu'il fait dans les pieds de Çalhanoğlu, il fallait quand même oser. Je pense que peu de gardiens auraient peut-être osé la faire. Même à l'époque actuelle, lui, il l'a fait et il l'a bien géré, avec notamment une tentative de geste technique juste après. Ah, c'est quand même Neuer n'aurait peut-être pas fait celle-là. Donc, oui, c'est un gardien un peu fantasque, certes, mais c'est peut-être ce qu'il nous fallait aussi. Mais globalement, je ne trouve pas de défaut actuellement. Je le trouve vraiment très complet. Et effectivement, il est excellent dans la sortie aérienne et balle au pied. Donc, mais c'est un gardien qui est un peu relativement jeune pour son poste, qui a un Et fait 15 encore qui millions, hein. évolue. 15 millions, hein. C'est rien pour un talent pareil. 15 millions, c'est même pas, c'est un peu moins encore, je crois. On n'était pas, je crois que c'était 13, peut-être 12, 13 12, ouais, millions. 12, 13 millions, je pense Ah que bah c'est autant ça, pour ouais. moi, Donc, 13 millions, bah c'est encore mieux. oui, J'avais arrondi le c'est chiffre, excusez-moi, j'avais oublié. Bah 13 Il lui millions, vous vous rendez restait compte pour un un an gardien sur son pareil? contrat. ah bah oui, clairement. Donc, on n'aurait pas pu trouver mieux. Donc, c'est un joueur qui a déjà fait une grosse saison à Lille, enfin, que c'est quand même une bouchée de pain quand on sait que Lille est quand même habitué à vendre ses joueurs à des prix d'or. Avoir un gardien pareil, à mon avis, on parlait quand même d'une petite affaire avec Elliott à qui Lille devait de l'argent. C'est pour ça aussi qu'il était une petite faveur. Mais on a eu beaucoup de chance de trouver ce gardien-là, surtout après la perte de Donnarumma, quand même, qu'il fallait remplacer. On l'a parfaitement fait. On a peut-être un gardien qui peut être même un peu plus complet. En tout cas, on verra sur le long terme. Mais oui, c'est impossible de ne pas me mettre du match aujourd'hui, en tout cas. Feli, quelle est ta bonne surprise du soir? Alors, bonne surprise, bah écoute, j'hésite. J'hésite. Bah, j'hésite entre Giroud qui met ce doublé qui sort un petit peu de nulle part, parce que faut le dire qu'il sort de nulle part ce doublé. Alors effectivement, il a été solide Giroud sur ce match-là, mais c'est vrai qu'il te met un but des renards de surface superbe. Et puis ce but en pivot qui met dans le vent d'Evrage, il est sublime également. Donc comment ne pas le mettre dans les meilleurs, effectivement. Mais j'aimerais aussi placer Diaz, qui par son entrée a complètement changé la physionomie du match, alors que les derniers matchs du petit Espagnol étaient complètement mauvais, quoi. Alors bon, effectivement, il a toujours il est toujours bon, je dirais, dans les transitions, dans les phases de transition, quand il faut faire le lien entre l'attaque et la défense. Le problème de l'Espagnol, c'est que bah, il a du mal à être décisif.
Et bon, ce soir, il s'octroie une jolie passe décisive, mais on sait tous que ce qu'il voulait, c'était pas faire la passe à Giroud. Donc, mais cela dit, ils sont entrés, c'était le jour et la nuit avec Kessié, hein. Entre Giroud et Dias, les deux, ce sont mes deux bonnes surprises du match. Erko. Oui, j'aurais peut-être pensé mettre à Giroud aussi, mais pour moi, je trouve que Kalulu a encore été une fois monstrueux. Il était impeccable. J'arrive toujours pas à comprendre comment on peut vouloir mettre 30 millions sur un défenseur quand on a cette pépita dans l'équipe. Il est très bon malgré sa petite taille, même dans le jeu aérien, il a souvent au-dessus. Il a un sens de l'anticipation pour son âge qui est assez extraordinaire. Il est rapide, il est bon dans les duels physiques. Et il a aussi monté balle au pied. Il est très complet et il n'a que quoi, il a 20 ans, 21 ans. Donc c'est quand même un joueur qui impressionne de match en match. À chaque fois qu'il joue, il fait minimum un bon match. Et bien souvent, il fait même des très bonnes sorties. Donc, c'est dans l'avenir, à court terme, je le vois comme un titulaire en puissance. J'espère qu'en tout cas, Pioli le verra aussi comme ça. Il a encore prouvé encore une fois aujourd'hui. C'est un joueur qui peut aussi dépanner sur d'autres postes. C'est aussi qui peut très bien jouer à droite ou même quand on a terre à droite, terre à gauche pour dépanner même en cours de match. C'est un joueur comme ça dont on a besoin. C'est un joueur comme ça qu'on a besoin pour l'avenir. On ne peut pas faire autrement que de prolonger, de garder le plus longtemps possible et d'arrêter de miser des sommes d'argent extraordinaires sur des joueurs dont on n'aura pas besoin en tout cas. Ah, moi je suis toujours pour garder les hommes en place s'ils sont performants, donc je te suis sur ce point. Passons à la déception de Feli. Alors, déception, j'en ai deux. D'abord, Franck Kessié, bon, après, il a des circonstances atténuantes, mais il a aussi des circonstances aggravantes, notamment le fait qu'il ne veut pas prolonger, mais bon, ça, c'est autre chose. Déjà parce qu'il a été mis pas forcément à son poste, alors ça se comprenait qu'il était 10. On se rappelle, contre Empoli, il a également joué à ce poste-là, il a claqué un doublé. Et puis, le but était de museler Brozovic, ce qu'il n'a pas du tout réussi. Il n'a pas du tout non plus réussi à se mettre en avant offensivement. Donc, logiquement, Kessié, homme du match, quand on sait en plus qu'il demande des services astronomiques, voilà. Flop du match, pardon. Et également Léao. Alors Léao aussi, il a quelques petites circonstances atténuantes, puisqu'il a été très bien muselé, disons-le, par Skriniar et Dumfries, qui l'ont bien gardé toute une partie de la première et puis toute une partie du match en entier. Il a réussi à se montrer un petit peu vers la fin quand Dumfries a lâché un petit peu le Portugais et que Skriniar s'est un peu déconcentré. Mais effectivement, Léao attendait beaucoup sur ce match. On savait que c'est lui notre facteur plus, quoi, notre facteur décisif, qui en plus il est sur une forme assez phénoménale en ce moment. On l'attendait un petit peu au diapason et puis finalement il ne s'est pas assez montré. On a eu d'autres héros ce soir. C'est normal, on ne peut pas demander toujours à Léo d'être l'héros du soir. Voilà pour mes deux flops. D'autant qu'on avait en tête son formidable derby de l'année dernière. Il nous avait épaté, marqué but décisif, etc. Et c'est vrai que ça avait été une révélation de le voir aussi fort dans un grand match. Ce ne fut pas le cas ce soir, mais on a gagné, c'est l'essentiel. Erko, quelle est ta déception? Oui, en parlant de déception, je pense que c'est le seul joueur où on entendait un exploit individuel d'aujourd'hui, c'était bien Léao. Maintenant, voilà, c'est comme ça a été dit. Je pense que l'Inter a rapidement compris que le danger viendrait de son côté. Ils l'ont parfaitement musé. Donc, tellement à droite, c'était un néant absolu. Donc, ça a été un match un peu compliqué pour lui, mais j'ai quand même trouvé un petit peu un manque de punch, même si un petit peu mieux revenu en deuxième mi-temps, notamment un débordement en toute fin de match qui a fait gagner des précieuses secondes. Mais j'attendais beaucoup plus de lui, c'est évident. Maintenant, voilà, c'est pas un match catastrophique non plus. Il a quand même récupéré quand même pas mal de ballons. Enfin, pas mal, quelques ballons, pardon. Mais c'est un joueur dont on attend évidemment toujours justement le petit geste qui fera la différence, le but, surtout qu'on est habitué à en avoir beaucoup ces temps-ci. Ça n'a pas été le cas ce soir. Voilà, il y a des circonstances qui ont été atténuantes, comme ça a été dit. Mais oui, quand on parle de vraies déceptions, en tout cas, oui, vu on attendait justement qu'un gros match de sa part, ça n'a pas été le cas. Passons aux accessites. De qui n'as-tu pas parlé, Feli? Alors, en vrai, il y a pas mal de joueurs sur lesquels j'aimerais revenir. Déjà, le milieu de terrain, Ismaël Benasser et Sandro Tonali qui ont été vraiment, vraiment, vraiment très bons. Alors, si aujourd'hui on avait un secteur fort, c'était vraiment le milieu de terrain. Le reste, c'était un petit peu par moment, comme on l'a vu en attaque. Mais ce duo de milieu de terrain a fait vraiment un super match. Même, je dirais même plus Ismaël Benasser que Sandro Tonali qui a pêché par quelques imprécisions. Alors, physiquement, il a été extrêmement présent. Tonali, c'est vraiment un joueur qui était partout au milieu de terrain, mais Benasser à la relance, c'est vraiment quelque chose de sublime. Et c'est dommage qu'en première mi-temps, il n'avait pas à qui relancer, parce qu'on a été coupé en deux. Mais défensivement, Benasser a également fait quelques retours
quelques retours excellents. Et j'aimerais vraiment qu'on installe ce duo, voire même un trio dans une défense à 3. Alors moi, dans un milieu à 3. Alors moi, je ne serais pas pour laisser Kessié en 10, mais pourquoi pas ramener un milieu à 3. Moi, je suis pour un milieu à 3. Pobega. Oui, et puis la saison prochaine, de toute façon, Kessié s'en ira, et puis on aura d'autres choses à voir. Mais pour le moment, j'aimerais beaucoup installer Benasser titulaire parce que se passer de ce jour-là à la relance, selon moi, c'est notre seul véritable régista. Hein. Tonali, il peut être sublime techniquement. Pour moi, il peut être encore plus fort, comme on l'a vu aujourd'hui, un cran au-dessus. Et justement, aujourd'hui, il a pu Je me être tue un à le cran dire. au-dessus. Feli, tu Oui, oui, non, participes aux mais... émissions, je le dis depuis des mois. oui, Et bien sûr. je veux juste dire une petite chose, si tu me permets cette petite parenthèse. Tonali, effectivement, a eu quelques imprécisions, je les ai remarquées aussi, mais je mets toujours une loupe particulière sur les joueurs italiens, ça c'est mon parti pris, mon tropisme, tout le monde le sait. Simplement parce que j'observais qu'il n'y avait pas de mouvement autour de lui et que les rares fois où il a perdu le ballon, on sait qu'il ne les perd pas souvent, un petit peu plus ce soir peut-être, c'est précisément parce qu'il n'y avait pas de mouvement, pas de solution. Et donc pour Tonali, ça n'a pas toujours été simple à ce niveau-là, mais je te rejoins, Benasser a été formidable à la relance, c'est vrai. Voilà, donc Tonali, un cran au-dessus, ce serait pour moi idéal que ce soit pour lui. Et puis, il serait un peu notre box-to-box parce que physiquement, il est impressionnant ce joueur. Et aujourd'hui, il a su s'imposer au milieu de terrain. Et enfin, Benasser, les deux se complètent très bien, quoi. Les deux vont se compléter. Et au départ de Kessié, je pense pas, de la même façon que Donnarumma ne manque pas aujourd'hui, je suis sûr qu'on remplacera Kessié ou ne le remplacera pas, mais je suis sûr que Kessié ne manquera pas particulièrement. Puisqu'on a au milieu de terrain des vrais titulaires solides. Et c'est selon moi notre point fort ce soir. On peut noter aussi la bonne prestation défensive de nos défenseurs. Hein. Alors, Romagnoli, qui m'agace un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il peut reculer. Il va reculer jusqu'à Naples, le Romagnoli. Hein. Il va sans s'arrêter avant de mettre le pied. Mais globalement, il a quand même été solide parce que sur les centres et dans les interceptions, il est quand même vraiment fort, le capitaine. C'est vrai qu'on sait qu'il a du mal en 1 contre 1, mais ce soir, il n'a pas été trop inquiété. Et puis, Kalulu. Alors après Kalulu, je sais pas trop qui est fautif sur le but de Perisic entre Kalulu et Calabria parce que les deux semblent être au marquage. Mais effectivement, Kalulu qui est vraiment un crack, hein, et c'est vrai que j'ai l'impression que il est un petit peu. Alors je sais pas si on peut dire qu'il est sous-coté, mais on ne pense pas forcément à lui quand on pense à un crack en défense. Mais le gars, il sait tout faire. Il sait jouer à tous les postes en défense. Il relance proprement. Il n'a pas peur d'avancer, contrairement à Romagnoli. Hein. Il n'a pas peur d'avancer avec le ballon. Voilà, parce qu'on sait aussi qu'il a une vitesse qui lui permet de recouvrir pas mal de choses. Donc, à la fois physiquement et tactiquement, Kalulu, c'est vraiment un phénomène. Et c'est vrai qu'il n'est pas très grand, hein, mais ce soir, il ne s'est pas fait manger de la tête par Lautaro Martinez ou Dzeko. Donc c'est vraiment un joueur très très fort. Et comme a dit Nico, je suis complètement d'accord, Erko, pardon, je suis complètement d'accord sur le fait que je ne comprends pas pourquoi on s'entête à vouloir chercher un défenseur à 30 millions quand on sait qu'on a ce joueur-là derrière, en plus de Tomori, Kier. Bon, à voir comment Kier va revenir, mais je suis pas. Enfin, pour moi, la priorité ne devrait pas être en défense centrale. Remettre 30 millions, on sait qu'Eliott ne va pas lâcher 30 millions pour tous les joueurs. Hein. Remettre 30 millions sur un défenseur comme on l'a mis sur Tomori, ça me paraît un petit peu fort. Autant essayer de mettre de l'argent devant quand on voit que, on n'en a pas parlé, mais que ce soit Saelemaekers ou Messias, c'était assez ridicule, hein, désolé, hein, mais quand on voit la différence entre le côté droit et le côté gauche, donc autant mettre 30 millions sur un ailier droit digne de ce nom que vouloir empiler derrière. Alors je comprends parce que le joueur qu'on vise, c'est Botman, Sven Botman, 1m95. C'est un joueur monstrueux en défense, voilà, qui est une tour. Et quand on voit le nombre de buts qu'on se prend sur corner, c'est quand même assez scandaleux. C'est quelque chose que j'ai noté encore. Contre Naples, on se prend un but sur le corner. Contre la Roma, on se prend un but à la suite d'un corner. Contre Empoli, on se prend un but à la suite d'un corner. Tous nos matchs récents, c'est un but à la suite d'un corner. C'est quand même ultra pénible à chaque fois. Un corner, c'est une occasion, surtout quand Çalhanoğlu, ce soir, il les tirait correctement. Donc c'est assez pénible. Donc je comprends aussi qu'on veut aller prendre une tour, mais comme je disais, ça ne devrait pas être la priorité. À la limite, si on se prend quelques buts en plus, c'est pas grave. Et si on en met un peu plus aussi,
même si je sais que toi, MJ, c'est pas ce qui te parle le plus. Mais voilà. Donc effectivement, tout ça pour revenir sur Kaloulou qui est vraiment un crack. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on se procure davantage d'occasions déjà, et si on pouvait marquer davantage, je crierais pas au scandale. Je n'aime juste pas qu'on prenne des buts, moi, c'est juste ça. J'aime bien que les défenses soient stables, sécurisées, etc. à l'italienne, quoi. Je reviens juste sur Kessié 2 secondes, pour rappeler quand même, on le rappelle jamais assez, que Kessié c'est 50 000 ans et une seule bonne saison, hein. Donc ça fait une raison de plus de pas le regretter. Erko ne s'est pas encore exprimé sur ses joueurs bonus. Oui, je parlerais aussi de. Ben, écoute, c'est un joueur qu'on va sûrement peut-être pas être d'accord avec moi, en tout cas beaucoup, mais on peut pas ne pas en parler. C'est Théo, quoi. Je trouve que c'est autant sa première mi-temps a été relativement immonde, autant sa deuxième, ben, on a revu toute la fourberie qu'une équipe a besoin par moment. On dirait qu'il y a eu une petite étincelle qui s'est dit c'est bon, je vais recommencer à faire ça, à se rouler par terre pendant 5 minutes, à aller chercher des fautes qui sont parfois imaginaires, à aller provoquer des joueurs qu'il faut quand il le faut. Et ici, très bien, qui peut avoir des réactions. Une carte rouge, on va dire, relativement intelligente, puisque ça peut quand même partir sur une occasion de but à la 95e pour l'Inter. Donc voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le match qu'il a fait, pour moi, dans son intelligence, en tout cas, je trouve qu'il a apporté quelque chose à l'équipe en cette fin de match, dans ce dernier quart d'heure. Il savait justement casser le rythme d'une Inter qui commençait à presser et pouvant être dangereuse. C'est évidemment, ça fait débat, parce que voilà, je sais que par moment, et moi-même, quand je vois un joueur adverse qui a le même comportement que Théo, ou même par exemple un Chiellini qui peut faire un peu comment, provoquant dans ce genre-là, je déteste ça. Mais quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe et que tu mènes, et que l'équipe adverse presse et que tu as besoin d'un joueur comme ça, qui puisse aller provoquer justement et grappiller les petites secondes dont on a besoin, je trouve que c'est hyper important. Et j'étais bien content d'avoir en cette deuxième mi-temps, même si je peux comprendre qu'on a vu en tant que supporter intégriste, c'est le genre de joueur que tu as dû détester pendant tout le match. Mais en tout cas, il a été justement, d'un point de vue intelligence, très très important et tactiquement a réussi au Milan, en tout cas dans la victoire de ce derby. Tu sais, ils ont fait jouer Materazzi pendant des années, hein, donc eux aussi ont compté dans leur rang des joueurs qu'on a détestés. Réaction de Feli. Oui, je vais rendre hommage à Roland, qui a un surnom que je trouve très adéquat pour Théo Hernandez, qui est l'Ahuri. Et je trouve que c'est totalement ça, que ce soit dans le côté Qui a les positif ou fils qui se négatif. touchent, hein. En Ah, général, il y a la complètement. relative descriptive, voire restrictive, hein, qui suit. Complètement. Je trouve que c'est très juste pour lui. Effectivement, si j'étais supporter adverse, mais Théo, ce serait le joueur le plus détesté. Et je pense qu'il est légitimement détesté par la moitié des supporters d'Italie, vu qu'il a un comportement détestable. Et je trouve dommageable de donner D'ailleurs, je trouve dommageable qu'on lui donne des fois la- Le le brassard. capitana, parce que le brassard, oui, parce que je trouve que c'est pas forcément à ce genre de joueur. Alors heureusement, il en faut ce genre de joueur, hein, et je suis content qu'il est dans notre équipe, parce que comme l'a dit Erko, c'est un joueur extrêmement fourbe, extrêmement efficace. Ceci dit, je trouve qu'à la fin, bon, il se prend le rouge, et c'est bête, le rouge qui se prend. Mais ceci dit, je trouve que Tonali, il sauve quand même Tonali, hein, parce que Tonali perd la balle assez bêtement sur le coup, où il aurait pu la pousser, et puis attend un petit peu, et Dumfries la récupère. Il se prend le rouge, bon, au final, rien ne suit à ça. Et de toute façon, il était sous le coup d'une suspension. Théo Hernandez. Donc c'est un miracle déjà qu'il n'a pas pris de jaune jusqu'ici. Mais effectivement, c'est vraiment la face positive et négative de Théo Hernandez, cet ahuri-là, qui est à la fois extrêmement efficace, hein, pour grappiller du terrain, pour faire perdre les plombs à l'adversaire. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, bah, on peut légitimement dire que c'est un beau connard, quoi. Ah carrément. Ah bah non, Feli qui a pas l'habitude de se lâcher, il nous fait du Nico maintenant. Bon bah écoute. Ah non, mais je euh, me permets parce que c'est ça, hein, c'est littéralement, j'irai pas plus loin, mais et comme j'ai dit, il en faut dans toutes les équipes, donc lui c'est le bon. nôtre. Après, je trouve que ce serait pas top, enfin, c'est pas une belle image qu'on donnerait de nous si on le donne le brassard. Alors on va passer au mot de la fin du Herco, mais juste avant, je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas signalé quand même que le Milan était revenu à 1 point de l'Inter, qui a un match en retard contre Bologne, mais c'est une belle opération au classement. Herco, de quoi veux-tu nous parler? Ah bah, c'est juste la petite interview de Maldini en fin de match qui m'a fait un petit peu peur, notamment quand il a parlé de la prolongation d'Ibrahimovic, et en disant que ça dépendait uniquement de lui, donc de ce que j'ai compris. Donc que si Ibrahimovic voulait rester, il resterait. Je trouve ça un peu dommage, que je trouve que son apport sportif n'a pas été exceptionnel cette année-ci. Il est un peu, sans compter qu'il est la moitié du temps, il n'est pas là. Il prend un salaire qui nous pompe quand même à la moitié de notre masse salariale. C'est un joueur qui va avoir 41 ans, qui n'a plus le physique pour avoir un impact dans les grosses parties.
On a vu aujourd'hui, pourtant Giroud a quand même un certain âge aussi, et on sait bien que c'est pas une flèche, mais il a quand même apporté plus de fraîcheur quand même devant. C'est un joueur qui s'est quand même beaucoup plus dépensé, qui a beaucoup plus de liberté de mouvement, dans le pressing également. C'est tout en étant aussi bon dans le jeu aérien. Donc je trouve ça un peu dommage de continuer à miser sur Ibrahimovic, surtout Giroud devrait quand même certainement rester. Et ça a quand même gâché la place d'un potentiel jeune ou d'une potentielle recrue qui nous serait très utile en attaque. C'est surtout qu'à mon avis, son salaire, il n'a pas baissé de moitié. Donc, on resterait quand même sur un minimum de 5 millions par an en étant optimiste. Et je trouve ça dommage de continuer à miser sur un quarantenaire comme ça, qui, comme je l'ai dit, n'est plus aussi décisif qu'avant. Il n'a peut-être plus l'apport non plus sur le vestiaire qui a fait son importance quand il est arrivé, quand il est revenu pour la dernière fois. Il faut peut-être à un moment tourner la page des vieilles gloires comme ça et essayer de tourner une nouvelle avec des jeunes qui pourraient monter, miser sur un Scamacca ou un autre joueur dans le genre, un autre jeune, je suis ouvert aussi à d'autres noms, mais ou pourquoi pas remiser sur Rebic en pointe, comme ça va être jusqu'à la fin de la saison, comme ça pourrait être intéressant aussi. Mais essayer de trouver des alternatives pour penser un petit peu à l'avenir du club, puisqu'avec des joueurs comme ça, on pense qu'au présent, et un présent qui n'est plus très glorieux actuellement. Donc j'espère aussi pour l'image d'Ibrahimovic qu'il ne va pas faire l'erreur de prolonger une nouvelle fois avec nous, partir peut-être pour un championnat qui sera peut-être plus facile pour lui, qu'on garde une image d'un très grand joueur qui n'aura jamais été un boulet pour le club. Alors malheureusement, tant que le fonds Elliott sera à la tête du club, j'ai bien peur qu'il ne recrute jamais des joueurs comme Scamacca, que j'appellerais de mes voeux, mais qui semble promis à l'Inter. Moi, ce que je souhaite, c'est une vente du club rapide. J'ai vraiment envie d'avoir un vrai propriétaire du club qui aime le club, qui soit attaché, qui soit prêt aussi à dépenser, et pas n'importe comment non plus, parce qu'on sait bien que pour un investisseur, c'est toujours une perte d'argent hein, d'investir dans le foot, surtout quand on n'est pas propriétaire de son stade. Mais le fonds Elliott, malheureusement, n'ouvre pas des perspectives réjouissantes en ce qui concerne les transferts. Mais Feli va peut-être me démentir, hein. Je vais lui donner la parole pour son mot de la fin. Effectivement, je te trouve un petit peu dur avec le fonds Elliott. Alors certes, on sait tous quelles sont leurs ambitions, et je l'ai assez dit lors du bilan de mi-saison que clairement, le problème, ce qui nous empêche en fait d'atteindre la première place, c'est l'ambition de ce fonds-là, qui n'est pas là pour nous faire gagner sportivement quelque chose, ils sont là pour remettre assainir les comptes. Assainir les comptes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 3 ans, la masse salariale du club a été divisée par 2 et les résultats sportifs ont été. Là, on est quand même deuxième de Serie A. La saison est loin d'être finie, effectivement, mais on est quand même deuxième. Et la saison dernière, on a fini deuxième. Alors, effectivement, avec ses hauts et ses bas. Mais pour l'instant, la mission de Elliott, la mission, celle que le fonds s'est donnée, elle est accomplie pour le moment. Et effectivement, dans son essence, le fonds Elliott n'est pas là pour nous faire gagner, n'est pas là pour nous faire dépenser des sommes et des sommes au mercato, mais ce qu'ils font, c'est quand même très bien. Justement, je répondais sur Scamacca précisément. Oui, bien sûr, Scamacca. Alors après, tu vois, Tonali était aussi premier à l'Inter. Bon, je pense pas non plus qu'on aura Scamacca, mais rien n'est non plus joué. Justement, j'allais venir. Je voulais juste rappeler à nos auditeurs et à nous-mêmes que, selon moi, on est encore loin de la course au titre et que cette course au titre, selon moi, elle est jouée d'avance. Hein. Ce soir, on a gagné contre les vainqueurs. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, ce sera l'Inter, je vous le dis. Voilà, comme ça, pas de surprise. Nous, on est là pour essayer de lutter pour les 4 premières places. Si on arrive, encore une fois, à atteindre le titre des champions, ce sera très bien. C'est l'objectif que s'est fixé le club. C'est l'objectif, selon moi. 3 ou 4 points l'année prochaine, c'est ça ? C'est l'objectif réaliste pour moi. Alors, il y a une interview de Maldini en été 2021 qui disait quelque chose d'intéressant, qui a dit qu'à partir du moment où on sera 3-4 fois de suite en Ligue des Champions, là, on pourra avoir des comptes assez stables et on pourra investir sérieusement sur le mercato. Et effectivement, là, nous, tout ce qu'on fait, c'est rattraper les conneries puisque ce soir je me lâche, les conneries des dirigeants précédents. Donc on rame. Alors effectivement, le mercato, moi je suis le premier à le critiquer. Ce qu'on a fait en mercato, moi je suis persuadé qu'on aurait pu prendre au moins un joueur en prêt pour boucler quelques trous, pour boucher quelques trous, notamment celui du milieu offensif. Il y avait pas mal de joueurs sur le mercato et on n'a rien fait. Mais dans la mission, en fait, ce que j'aime bien avec le fonds Elliott, c'est qu'ils sont assez clairs sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a pas mal de dirigeants aujourd'hui qui vont faire quoi, qui sont de dirigeants, de présidents ou d'acheteurs, qui vont essayer de vouloir implanter un projet, disons, gagnant, un projet « j'aime le club », tout ça. Puis au final, c'est juste aussi pour soutirer les sous et pour lâcher le club au bout de 2 ans. Hein, c'est ce qui nous est arrivé clairement. Donc, bon, le fonds Elliott, il est honnête avec les supporters, il est honnête avec lui-même, il sait où on va. Donc, ça permet aussi à tout le club d'avoir une ligne directrice
Alors certes, c'est pas celle qu'on voudrait. On voudrait être gagnant, on voudrait jouer le Scudetto toutes les années, et pourquoi pas même la Ligue des Champions. Malheureusement, la réalité d'aujourd'hui fait que il y a plus Berlusconi derrière nous, et c'est compliqué. Il y a très peu de présidents aujourd'hui qui sont investis, disons, émotionnellement dans leur club. Alors Comiso fait des choses pas mal avec la Fiorentina, hein. C'est dommage, effectivement, Et qu'il il nous a voulait pas nous racheté, mais racheter. Comiso était oui, oui. candidat au rachat du Milan, il faut le rappeler, hein. Mais entre la Fiorentina et le Milan, Berlusconi, j'imagine qu'il demandait des choses plus, voilà, plus haute. Et donc, c'était pas possible. Mais effectivement, Comiso est aujourd'hui un des rares en Italie à être assez honnête aussi avec ce qu'il fait. Et je trouve que son travail avec la Fiorentina a pris du temps à se lancer, mais se lance et pas mal du tout. Mais enfin bon, avant d'avoir des racheteurs sérieux, je pense qu'il nous faudra un peu de temps. Il faudra continuer d'assainir les comptes parce que on n'a toujours pas les comptes au vert. On a plus on est dans le rouge encore de 100 millions, il me semble. Alors, on est loin d'être les pires en Italie, hein. La Roma, la Juve et l'Inter sont pires que nous, de toute façon. Mais voilà, je voudrais aussi remettre les points sur les i sur Elliott, qui je trouve est honnête, et aussi parler effectivement du fait qu'on n'est toujours pas favori pour le Scudetto et que selon moi cette victoire est une bonne victoire en vue du top 3. Non mais Feli, tu connais mon credo, c'est pas spécialement de dépenser Bien des sûr. sommes folles, c'est de lancer nos jeunes et de les faire éclore. C'est ça moi que je souhaite depuis des années. C'est ce qu'on n'a pas fait avec Cutrone, c'est ce qu'on fera peut-être pas avec Colombo. Tu vois, c'est ce genre de choses moi que je souhaiterais. Je rêverais que le Milan sorte ses propres jeunes, voilà. Et ça on ne le fait pas non plus, tu comprends. Et ça coûte pas cher. Donc c'est surtout ça moi que je souhaite, recruter des joueurs extraordinaires. Je sais bien qu'on le fera pas, mais je sais même pas. J'ai pas envie d'avoir des joueurs bling bling moi, à la Cristiano Ronaldo. Alors je cracherai pas sur lui, c'est pas ça, hein, mais simplement c'est pas le projet, si tu veux, dans lequel je m'inscris. On avait fait des émissions spéciales l'été dernier et j'avais pas du tout souhaité cette politique-là. Maintenant, Scamacca, je cracherai pas dessus non plus, mais Scamacca, c'est pas le prix non plus de Cristiano Ronaldo ou d'autres il y a quelques années. Mais voilà, on fait pas non plus sortir nos jeunes. C'est juste ça que je regrette. Tonali, on a fait un coup, c'est vrai, mais c'est aussi parce que lui a accepté de baisser son salaire. Sinon, il serait peut-être plus chez nous, tu vois. Donc il y a aussi ça. Maignan, on a fait un super coup, c'est vrai, d'accord. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux. J'espère que Pobega aura sa chance. T'as l'air d'être optimiste, moi aussi, tant mieux. Et j'espère que Colombo reviendra également. J'espère que le jeune Maldini n'est pas définitivement aux oubliettes, même si ce qu'il a montré jusqu'à présent n'est pas extraordinaire. Avec la pression, faut dire, c'est pas forcément idéal, mais je pense qu'il faut tabler sur nos jeunes un peu plus. Je trouve qu'on le fait pas assez. Je te rends la parole, Félix. Juste pour dire concernant les jeunes, alors moi je trouve que quand même il y a quand même quelques jeunes qui, et ce que je trouve fort avec ce qu'on fait, c'est qu'il y a quelques années, un mec comme Kaloulou, mais il serait titulaire tous les jours au club. Mais grâce, et Tonali aussi, mais grâce en fait au fait que sportivement on a réussi à passer un cap, bah, ces joueurs ils peuvent éclore petit à petit. Et Kaloulou, rappelez-vous, la saison dernière il joue une dizaine de matchs, cette saison il joue de plus en plus, et c'est pareil pour Tonali qui a pu éclore. On a pu être patient. Ce que je trouve, c'est difficile d'être patient avec des jeunes. Et on était constamment dans l'urgence sportive les saisons précédentes, ce qui nous a empêché cette patience avec les jeunes. À Locatelli, ça se trouve, s'il aurait été avec nous aujourd'hui, bah, il aurait pu progressivement prendre ses repères comme on l'a fait pour Tonali. Et c'est pour ça aussi que je suis pas trop sévère avec ce qui a été fait précédemment, c'est qu'on était constamment dans l'urgence économique de la Ligue des Champions, qui était une urgence qu'on mettait et que pourtant on n'atteignait jamais. Là, on l'atteint et en plus on est plus apaisé sportivement, donc on peut se permettre de faire éclore ces jeunes Ouais, progressivement. mais certes, Et un mais dis mec donc, comme Feli, les joueurs qu'on mettait à la place de nos jeunes étaient-ils forcément meilleurs que nos jeunes? ah C'était pas non, toujours le cas à tous les c'est postes, sûr, hein. C'est ça que je veux dire. c'est sûr, Parce que bien sûr. Donnarumma, quoi qu'on en pense, hein, je vais pas parler de l'homme, mais je veux dire, il était bien meilleur que la plupart de ses concurrents. Calabria nous a quand même sorti une énorme saison dernière. Tonali, on voit bien ce que ça donne. Cutrone, lorsqu'on l'a fait jouer réellement titulaire, il plantait but sur but. Donc ça tournait pas si mal, hein, les jeunes côté Milan, les jeunes du cru, je veux dire, même si Tonali n'est pas du cru, il est de la région. Donc parfois on avait à leur place sur le terrain des plots. Et c'est ça que j'ai déploré moi. Si on avait eu les meilleurs joueurs du monde à la place de nos jeunes, bon, j'aurais pas eu grand chose à dire. Mais il se trouve on en a vu défiler quelques-uns quand même qui étaient pas fameux, hein. Oui, mais effectivement, mais il y a toujours cet imaginaire de penser que les joueurs plus expérimentés sont meilleurs, hein, mais c'est toujours quelque chose d'erroné, hein, et c'est pas forcément vrai. Regardez, on a une des équipes les plus jeunes de Serie A, pourtant on est dans les premiers au classement. Mais c'est vrai que cette idée comme quoi disons les expérimentés sont meilleurs que les jeunes, alors que c'est pas forcément le cas. Mais voilà, moi, pour revenir sur Pobega, pareil, moi, je trouve que, quoi qu'on en dise, je trouve que la gestion de Pobega est vraiment intéressante. Alors oui, effectivement, il aurait pu prétendre à avoir plus de temps de jeu au profit d'un Bakayoko qu'on a pris.
Mais au final, est-ce que c'est pas mieux qu'ils jouent une saison complète, là, qu'ils reviennent, qu'ils s'installent et Oui, Colombo, parce c'est que lui, on va pareil. le garder. Tu as raison sur Pobega, mais parce qu'on va le garder, mais c'était pas si sûr que ça il y a un an. C'est-à-dire que là, on est en train de s'apercevoir que le Milan a bloqué Pobega, et c'est d'ailleurs pour ça, je crois, corrige-moi si je me trompe, hein, mais Cotorino il joue un peu moins, parce que l'entraîneur, visiblement, n'a pas envie de faire jouer un joueur dont il sait qu'il partira l'an prochain, c'est ça? Oui, il y a pas mal de choses qui font que Pobega a perdu sa place. Déjà, là, ils ont fait un gros mercato, le Torino. Et je pense que dès le début de la saison, Lloris, qui est l'entraîneur du Torino, avait dit qu'il n'aimait pas l'idée de faire jouer les joueurs des autres. Bon, là, à force, il a fait jouer en première partie de saison, il était titulaire indiscutable du Torino et on l'a vu, il a été titulaire avec succès. Mais là, effectivement, il a perdu sa place depuis quelques temps au profit de Mandragora qui est revenu de blessure. Et de là, je pense, ils ont acheté une pépite italienne, de la pépite de l'Empoli, Samuel Ricci, qu'ils ont acheté, qui est un jeune très intéressant aussi. Et je pense que progressivement, Pobega va perdre sa place. Pour autant, je suis persuadé que, et on le voit dans tout ce qui se dit, Milan va pas le laisser tomber. Et j'ai bon espoir qu'un mec comme Colombo suive un peu la trajectoire de Pobega. À voir aussi ce qu'on fera avec la Zetic. Hein. Alors c'est vrai que c'est dommage d'avoir pris un joueur étranger serbe, un joueur étranger, Mais on n'a rien un jeune contre la joueur Zetic, hein. Rien du qui tout. va Seulement, bloquer. c'est vrai que j'espère qu'il bloquera pas Colombo. Voilà, c'est ça. Ben, c'est possible que forcément, au bout d'un moment, l'un va bloquer l'autre, puisqu'effectivement, ils jouent au même poste. Alors, à voir comment comment on va les gérer. Mais Colombo, j'espère que la saison prochaine, il aura un prêt, parce qu'il sera bloqué de toute façon, Colombo, la saison prochaine. Donc, j'espère qu'il aura un prêt conclu en Serie A, à la manière de Pobega, qui avait un prêt en Série B, puis un prêt à la Spezia. Ben là, j'espère que Colombo aura peut-être un prêt en Serie A. Alors, après conclure, effectivement, les prêts, c'est toujours pile ou face en général. Mais en ces derniers temps, ça marche bien, mais aussi parce que les clubs voient que nos jeunes fonctionnent et que ils peuvent se dire bon allez les jeunes joueurs du Milan ça marche bien, on va les faire jouer. Et puis ça vient tout un processus qui date de Coutronnet. Et là on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes d'anciens Milanais qui jouent en Serie A, hein. Des joueurs comme Petagna, alors c'est pas des foot de guerre, hein. Cristante, tout ça c'est un processus qui fait que les jeunes joueurs du Milan ont une certaine valeur maintenant en Serie A et les clubs se disent bon on va les faire jouer. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. On se rappelle, il y a des années, nos jeunes en prêt, ils ne jouaient pas, aucun d'entre eux explosait. Et puis, c'est aussi pour la raison pour laquelle on n'arrive pas à vendre. C'est parce qu'aucun de nos joueurs qu'on a vendus récemment n'arrive à exploser autre part, hein. Parmi toutes nos ventes, il n'y en a aucun qui a réussi à exploser autre part. Je pense à nos dernières ventes, notre dernière grosse vente, ça date de Balotelli Sousso. Lequel de ces joueurs a explosé après avoir parti du Milan? C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à vendre. Enfin bref, là on s'égare un petit peu du derby du soir, mais ça fait pas de mal. Voilà, juste pour rappeler qu'on a gagné le derby. Ah non, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, je m'excuse auprès d'Erco pour ce long dialogue, mais Feli étant spécialiste des transferts et des médias, je pense que cet éclairage de fin d'émission sera intéressant pour tout le monde. Nous, on se donne rendez-vous peut-être dimanche prochain pour Milan-Sampdoria si nous sommes disponibles. Bon week-end à tous. Salut! Bonne soirée. Salut.